Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle masterclass de Laurent Delmas. Aujourd'hui, Laurent Delmas va nous parler de Jules et Jim de François Truffaut. Laurent Delmas, vous êtes critique cinéma sur France Inter, vous êtes producteur d'émissions de radio sur France Inter et vous êtes également l'auteur de l'ouvrage de l'histoire du cinéma chez Larousse, pardon, parce que chaque fois je pense Larousse du cinéma, mais ça s'appelle bien l'histoire du cinéma chez Larousse, et auteur également dernièrement du livre Depardieu hors norme, également chez Larousse. Donc je vous laisse la parole et merci beaucoup encore pour votre temps et le temps que vous nous donnez pour ces masterclass. Merci Laurent. Merci à vous. Bonjour Aurélie, bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui et pour vous parler de ce très beau film que je considère être un très très beau film, un chef-d'œuvre qui s'appelle Jules et Jim. Alors voilà, j'ai buté. Alors juste un petit mot, alors que Aurélie l'a très bien dit. Il faut dire, mais vous avez vu le film donc vous le savez, il faut dire Jules et Jim et non pas Jules et Jim. Alors parfois ça nous échappe, on américanise le prénom, mais dans le film, il est bien dit qu'il faut prononcer Jim, puisque le porteur du prénom est français et qu'il n'y a aucun américanisme là-dedans. Truffaut a déclaré, après la sortie du film, cette courte phrase que je vous livre et qu'on peut mettre en quelque sorte en exergue du moment qu'on va passer ensemble sur ce film. J'ai voulu faire un film subversif avec une douceur totale. On voit bien que c'est un léger, et c'est un pléonasme, paradoxe, et on va essayer d'éclairer ce paradoxe, de montrer combien il est pertinent, ce qui est après tout bien normal, puisque c'est en quelque sorte l'analyse de Truffaut lui-même sur son travail, donc on ne peut pas en contester la pertinence, mais je crois que ce qui est intéressant, c'est effectivement d'en valider en quelque sorte la pertinence à travers notre propre regard de spectateur. Alors, juste un petit mot, c'est le 3e long métrage de François Truffaut, après Les 400 coups et Tiré sur le pianiste. C'est un film qui a été tourné en 1961 et qui sort sur les écrans français le 24 janvier 1962. Donc, c'est un film qui vient dans la carrière de François Truffaut, après un très grand succès, Les 400 coups, qui intronisent François Truffaut dans l'univers cinématographique français, après qu'il en ait été l'un des critiques les plus féroces. Il devient un cinéaste, et un cinéaste reconnu dès son premier long métrage avec Les 400 coups. Puis il tourne ce 2e film qui s'appelle Tiré sur le pianiste, qui est un polar avec Marie Dubois et Charles Aznavour. Et autant le succès est au rendez-vous, le succès public et critique est au rendez-vous avec Les 400 coups, autant Tiré sur le pianiste sera un échec commercial et critique assez cinglant. Donc, ce n'est pas une position évidemment très facile pour François Truffaut, qui connaît donc immédiatement au début de sa carrière une sorte d'effet de montagne russe, vous voyez, hein, une grande ascension et puis une descente presque aussi rapide. Au fond, en quelque sorte, il faut, avec Jules et Jim, il se retrouve à nouveau au pied de la montagne et il doit la gravir. Alors, Truffaut, tout au long de sa vie, aura toujours plusieurs projets en tête, plusieurs projets sur le feu, si je puis dire, et au gré des envies, au gré aussi des budgets, bien entendu, au gré des conditions de production, il ira retirer de ses tiroirs tel ou tel projet de scénario pour le mettre en avant et travailler dessus. C'est le cas avec ce Jules et Jim, qui est en fait l'adaptation d'un livre appelé roman d'Henri-Pierre Rocher, Jules et Jim, le même titre que le film. C'est l'œuvre d'un septuagénaire, donc d'un monsieur déjà tout à fait âgé, et qui revient, il faut le dire, sur sa vie, c'est-à-dire sur cette histoire d'amour à trois, concrètement, et d'amitié aussi avec ce journaliste allemand, Jules. Et donc, dans ce récit roman qui a tout de suite plu à François Truffaut, dans lequel il s'est senti très, très à l'aise, il a rencontré Henri-Pierre Rocher au moment où il a acheté les droits de l'ouvrage. Ça a pris beaucoup de temps et l'aspect un peu dramatique ou négatif de cette histoire, c'est qu'hélas, Henri-Pierre Rocher
ne verra pas le résultat final, ne verra pas l'adaptation de son livre à l'écran, il mourra avant, mais après quand même avoir notamment en quelque sorte validé la présence au casting ô combien importante de Jeanne Moreau pour incarner la Catherine qui, pour Henri-Pierre Rocher, correspondait à quelqu'un qui avait été bien vivant dans sa vie et qui avait été une femme qu'il avait aimée. Donc la validation, évidemment, était importante pour Truffaut. Henri-Pierre Rocher reconnaissant, en quelque sorte, dans Jeanne Moreau, la figure de celle qu'il avait aimée. Truffaut commence le scénario, l'écriture de l'adaptation, qui est une adaptation d'autant plus importante que le roman est quand même assez épais et qu'il faudra forcément faire des choix. Alors il la commence seul, mais comme toujours, il s'adjoint les conseils, les services et le travail d'un co-scénariste qui en l'occurrence est un monsieur qui s'appelle Jean Gruau. C'est leur première collaboration. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne sera pas la dernière. Et chose assez singulière, Jean Gruau interviendra la plupart du temps dans les films à costume de François Truffaut, c'est-à-dire qu'il sera le co-scénariste d'Adèle H, de La Chambre verte et des Deux Anglaises et le continent notamment, qui sont trois grands films de François Truffaut, trois grands films en costume, trois grands films d'époque, comme on dit, et Jean Gruau sera en quelque sorte le monsieur film d'époque de François Truffaut avec un très très grand bonheur. Alors, comme Truffaut est dans une situation un petit peu délicate à cause de l'insuccès, à cause de l'échec de Tirer sur le pianiste, il ne peut disposer que d'un petit budget, il faut le savoir, alors que le film nous semble finalement assez rutilant, assez protéiforme, eh bien, il faut savoir que ça a été fait avec un petit budget. Les lieux de tournage sont la plupart du temps des lieux appartenant à des amis de François Truffaut, donc en quelque sorte gratuit. Le casting, à part évidemment la star Jeanne Moreau, est constitué d'inconnus, d'acteurs peu connus, qui sont souvent des débutants, en tous les cas, et pour parler clair, qui ne coûtent pas cher. Et le film est produit par la maison de production, la société de production cinématographique qu'a créé François Truffaut et qui s'appelle Les Films du Carrosse. L'équipe du tournage et l'équipe du film est donc assez resserrée et elle est constituée, ça aussi ce sera la marque de François Truffaut, de fidèles qui lui resteront fidèles et à qui il sera fidèle une bonne partie, voire la totalité de sa carrière. On peut citer au premier rang d'entre eux sa script, Suzanne Schiffman, femme très importante et qui deviendra d'ailleurs, qui ne sera pas seulement la script de François Truffaut, mais qui deviendra sa scénariste, sa co-scénariste pour un certain nombre de films et vraiment son assistante, mais artistique, de façon très importante et très prégnante. Une monteuse, Claudine Boucher, qui là aussi sera très présente dans l'œuvre de Truffaut. Et puis, on reviendra sur l'importance de la musique dans le film, mais Georges Delerue, qui avait déjà signé la musique de Tirer sur le pianiste, signe la très belle partition musicale, très importante partition musicale du film. Et là aussi, Georges Delerue sera, à partir de là, un grand collaborateur musical de François Truffaut. Il signera pour lui des partitions absolument merveilleuses, comme celle, par exemple, beaucoup plus tard, de La femme d'à côté. Alors, c'est donc Henri Serre, acteur français, qui joue Jim, et Oscar Werner, acteur allemand qui joue Jules, parce que Truffaut avait voulu respecter en quelque sorte cette dimension nationale, un Français et un Allemand qui aime une femme, dimension nationale dont on voit bien qu'elle est importante, puisque l'époque à laquelle se déroule le film, le moins que l'on puisse se dire, c'est que les notions de France et d'Allemagne existent beaucoup, si je puis dire, dans le paysage. Juste un petit mot pour dire que on retrouvera dans l'œuvre de Truffaut Oscar Werner dans un film tout autre, qui est le seul film de science-fiction de François Truffaut, qui s'appelle Fahrenheit 451, c'est le degré auquel brûlent les livres, et on retrouvera cet acteur allemand avec curieusement lequel François Truffaut s'est étonnamment bien entendu sur le tournage de Jules et Jim, et ce sera une catastrophe par contre sur le tournage de Fahrenheit 451. Les deux hommes se quitteront quasiment fâchés après le tournage de Fahrenheit, mais là pour le coup, pour Jules et Jim, ça s'est très très bien passé. Un petit mot aussi sur Sabine Audepin, qui joue la petite fille
de Catherine, et qu'on retrouvera avec beaucoup de plaisir bien des années plus tard dans un autre film de François Truffaut, Le Dernier Métro. Et puis toujours presque économie oblige, hein, il y a des amis de François Truffaut qu'on va retrouver comme des personnages secondaires, mais pas si secondaires que ça, pas inintéressants dans le film, comme quelqu'un qui s'appelle Revzani, on recitera son nom à un autre moment, ou bien Jean-Louis Richard, qui est le mari de Jeanne Moreau dans la vraie vie, et qu'on voit autour d'une scène du film. C'est chez eux, chez ce couple de cinéma, ô combien, Jean-Louis Richard, Jeanne Moreau, que seront tournées la plupart des scènes du film, très précisément dans leur maison du Var, la gare de Fresnay. Et là aussi, ça participe au fond des grandes économies que Truffaut doit faire pour réaliser son film. Alors, Jules Jim, c'est quoi? C'est un objet tellement protéiforme qu'on a peut-être un peu de mal à le définir. On est obligé d'en venir à des catégories prédéfinies, et puis après, ça n'empêche pas de voir combien il est complexe et combien, au fond, il fait éclater les codes, les genres, les étiquettes, les idées toutes faites. Alors, bien évidemment, c'est d'abord en surface un film de genre, parce que c'est un film d'époque, c'est un film de costume, donc on a l'habitude de classifier évidemment les films qui ne se passent pas dans notre présent comme bien des films effectivement de costume et d'époque, et qui couvrent les 30 premières années du siècle précédent. Pour nous, c'est le siècle précédent, pour Truffaut, c'était encore son siècle à lui, mais les 30 premières années, donc grosso modo 1900-1930, qui sont évidemment pour l'Europe notamment des années ô combien importantes. C'est durant ces années-là que se déroule la Première Guerre mondiale, qui sera pour Truffaut un souci assez constant qu'on reverra dans sa filmographie, notamment avec La Chambre verte, mais c'est une époque qui le fascine, et on peut le comprendre, tant les enjeux historiques, politiques, sociaux, culturelles ont été importantes dans ces années-là. Ce sont aussi, il faut le dire, les premières années du cinématographe. Le cinématographe est né en 1895, l'action se situe quelques années après. C'est une dimension là aussi forcément importante pour François Truffaut. Alors, si on continue à catégoriser comme ça le film, on peut dire que c'est aussi évidemment une adaptation littéraire, je vous l'ai dit, et c'est pas innocent là non plus dans le parcours de François Truffaut. Avant les 400 coups, il y a eu quelques rares films, mais il y a eu ce court moyen-métrage très important que je vous invite à voir et à découvrir si vous ne l'avez jamais vu, qui s'appelle Les Mistons, et qui est un coup d'essai, mais aussi un petit coup de maître de la part de François Truffaut. C'est un court-métrage qui se déroule à Nîmes, avec Bernadette Lafont en actrice principale, poursuivie par une bande de petits sauvageons qui ont décidé de lui mener la vie dure. Or, le film est adapté d'une nouvelle d'un écrivain qui s'appelle Maurice Ponce. Donc, c'est au fond l'entrée en cinéma de François Truffaut. Elle se fait sur la base d'un livre, et qu'il adapte comme il adaptera avec sa manière d'adapter les ouvrages, notamment de beaucoup respecter le texte en le faisant, par exemple, lire en voix off par un comédien, et en respectant aussi souvent certains dialogues. Bien évidemment, pas tous, c'est absolument impossible. Un livre est toujours beaucoup trop long pour le cinéma, quoi qu'il en soit, mais en prenant une partie des dialogues et en faisant lire aussi à un acteur une partie de ce qui ne sont pas les dialogues, et donc d'inscrire son film dans la réalité littéraire, dans le contenu littéraire du livre, ce que ne faisaient pas forcément les adaptations littéraires du temps de Truffaut, qui se contentaient d'adapter l'histoire, mais de s'éloigner de la littérature, ce qui lui semble être une trahison extrêmement importante, et qu'il avait souvent dénoncé en étant comme critique de cinéma. Le goût de Truffaut pour les livres est un truisme, presque un cliché. On sait que Truffaut était un grand lecteur, on sait que Truffaut avait un amour pour les livres, et son premier film, alors premier long métrage, Les 400 coups, n'est pas adapté d'un livre, mais son deuxième l'est, c'est-à-dire Tiré sur le pianiste, c'est l'adaptation d'un polar.
ce Jules et Jim qui nous occupe aujourd'hui, c'est donc l'adaptation d'un livre. Viendront ensuite La sirène du Mississippi, adaptée d'un livre. La mariée était en noir, adaptée d'un livre. L'homme qui aimait les femmes n'est pas adapté d'un livre, mais c'est l'histoire quand même d'un homme qui écrit un livre sur sa vie. Bref, il adapte aussi Fahrenheit 451, qui est un film sur la destruction des livres dans une société totalitaire. Bref, il n'y a pas besoin de beaucoup argumenter pour savoir combien les livres sont importants dans l'œuvre de Truffaut, et pas seulement l'adaptation, mais aussi pour ce qu'ils sont dans nos vies, l'importance qu'ils ont dans nos vies. Et puis c'est surtout un film, évidemment, qui aborde des sujets aussi centraux, importants, essentiels, que sont l'amour, l'amitié, le bonheur et la mort. On peut le dire comme ça peut paraître un petit peu basique, ça peut paraître un peu presque simplet, mais si on y réfléchit bien, ce sont d'abord des sujets qui nous hantent tout au long de notre vie, qui en font partie intégrante, et il n'est pas banal, au fond, il n'est jamais banal de les traiter. Après, c'est ce qu'on en fait qui peut être banal, mais il n'est jamais banal de les aborder, et je crois que la façon dont Truffaut les aborde n'est pas le banal, notamment parce il poursuit en quelque sorte ce qui introduisait, ce qu'il disait en introduction, la citation que je vous ai donnée en introduction, parce que Truffaut disait de son film, disait de Jules et Jim également, que c'est, je le cite, un hymne à la vie et à la mort. Donc là aussi, on a cette idée que c'est à la fois un film dans la vie, un film sur la vie, un film sur la mort, un film dans la mort, et donc il y a une sorte d'alliance des contraires, le feu et la glace, le vif et le mort, qui traversent absolument tout le film, qui traverse d'ailleurs certainement l'œuvre elle-même de Truffaut et l'homme Truffaut. Je crois que ce sont deux vertèbres essentielles, et que les personnages de Jules et Jim, comme nombre d'autres personnages de Truffaut, oscillent en permanence entre ces deux tentations. Sont-ce des contraires? Sont-ce des choses complémentaires qui font que la vie est ce qu'elle est? C'est certainement l'interrogation aussi qui traverse le film. Et puis alors, il y a une chose très étonnante, c'est que on peut presque dire, sans solliciter les choses, que le cœur secret du film, le cœur battant du film aussi, c'est une chanson. C'est cette chanson qui s'appelle Le tourbillon de la vie, que vous avez certainement reconnue parce que elle a eu, depuis, elle a une sorte d'existence quasiment à part, qui fait que une chanteuse comme Vanessa Paradis peut la reprendre sur la scène du Festival de Cannes pour honorer Jeanne Moreau, mais c'est une chanson qui a été reprise par beaucoup d'autres artistes après le film de François Truffaut. Et donc, c'est une chanson qui a une existence autonome, tout en étant, je le disais, je crois, au cœur, au centre du film, tant son contenu et sur le fond comme sur la forme, c'est-à-dire tant sa musique que ses paroles sont en quelque sorte beaucoup plus qu'une simple étiquette sur le film, beaucoup plus qu'une simple chanson du film, mais véritablement accompagne le film et le illustre en quelque sorte son propos. Alors, Le tourbillon de la vie, c'est une chanson qui est officiellement signée par quelqu'un qui s'appelle Cyrus Bassiac, et Cyrus Bassiac, c'est le nom effectif d'état civil de quelqu'un qui s'appelle, son nom de plume, c'est Serge Revzani. Et Serge Revzani, je vous l'ai cité tout à l'heure, parce que c'était effectivement un ami de Truffaut, un ami de Jeanne Moreau et de Jean-Louis Richard. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la chanson préexiste au film, qu'elle a été écrite par Bassiac, en pensant notamment d'ailleurs au couple que formaient Jeanne Moreau et son mari, couple plein de disputes, plein de départs et de retours, plein de retrouvailles et de séparations. Et donc, il avait écrit cette chanson, et cette chanson devient, en quelque sorte par la force des choses, mais elle n'a pas été commandée pour le film, elle s'insère dans le film, elle en devient l'un des moteurs, l'un des motifs essentiels, parce que elle est effectivement au cœur du propos de François Truffaut sur sa façon de raconter cette histoire d'amour,
Hein, on sait tous les paroles, on les chantonne aisément, on s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffé, etc. Toutes ces, toutes ces, toutes ces paroles, toute, tout ce refrain, pour dire quoi? Pour dire que, au fond, eh bien, sous la forme d'une ritournelle très simple, eh bien, on dit tout de l'instabilité de l'amour, de l'impossible fidélité, de la nécessité d'aller voir ailleurs, très concrètement, peut-être pour revenir, peut-être pas, mais de la nécessité, effectivement, pour peut-être mieux retrouver l'autre, d'en rencontrer un autre. Bref, cette relation avec l'amour qui en fait un objet à la fois d'étude, de compréhension, d'incompréhension, de quiproquo, et que reflète cette chanson qui est là aussi une belle synthèse d'une sorte de légèreté. Hein. La chanson se sifflote, elle se fredonne, c'est, je le disais, une ritournelle fabuleusement bien écrite, fabuleusement bien composée, mais elle dit aussi des choses graves, évidemment, parce que les ruptures, parce que la séparation, parce que se quitter, se retrouver, tout ça fait partie, effectivement, des choses graves qui peuvent arriver et qui arrivent dans nos vies. La chanson permet de les habiller, en quelque sorte, ces choses graves et heureuses aussi, d'un ton un peu désinvolte, un peu de ritournelle qu'on a envie de reprendre. Alors, juste un mot, parce que, évidemment, il faut toujours replacer les films dans leur contexte, et on n'en a pas forcément tout à fait la compréhension immédiate, c'est bien normal. Le film a quand même 60 ans derrière, enfin, il est à 60 ans derrière nous, donc il est donc, j'attire votre attention sur le fait qu'il a été tourné 8 ans, très concrètement, avant mai 68, et que la société dans laquelle le film naît, apparaît, est montré, est une société encore très corsetée, qui n'a pas vécu ce grand mouvement d'émancipation des femmes, d'émancipation des mœurs, et que ce que décrit François Truffaut, c'est certes la société française des années 30, qui est peut-être encore plus corsetée que celle des années 60, mais néanmoins, il faut bien se rendre compte que le discours que porte le film, et notamment de cet amour à trois, très, très concrètement, est un discours parfaitement audacieux. Alors, l'audace, elle porte peut-être plus sur une sorte de conclusion pessimiste que sur l'audace proprement dite de la situation, parce que, au fond, c'est un film sur le couple, bien évidemment. Alors, un couple à deux, un couple à trois, peu importe, mais sur l'idée de couple. Et c'est un peu ce que disait François Truffaut dans cette citation que je vais vous donner, qui me semble-t-il est très éclairante. Il disait donc du film, c'est une histoire sur l'amour, avec cette idée que le couple, n'étant pas toujours une notion réussie, satisfaisante, il pèse toujours ces mots, Truffaut, hein, tous les mots ont un sens, à une notion réussie, satisfaisante, il semble légitime de chercher une morale différente, j'insiste bien aussi sur les mots là, d'autres modes de vie, dit-il, bien que tous ces arrangements soient de toute façon voués à l'échec. Vous voyez, une fois de plus, on est dans un balancement, c'est-à-dire on est dans le chaud et le froid, l'optimisme et le pessimisme, la vie et la mort, l'échec et la réussite. C'est ce balancement permanent, cette tentative de faire mieux qui est vouée à l'échec, mais néanmoins la tentative existe, néanmoins le mouvement est là pour le prouver. Donc c'est bien l'amour qui est au centre du film de François Truffaut. Il faut bien avouer que, et pourquoi pas, c'est un sujet central dans l'histoire du cinéma, de Renoir à Bergman. Et ben, beaucoup de cinéastes en ont fait leur sujet, sinon unique, c'est rarement le cas tout de même, mais leur sujet favori. Et Truffaut d'ailleurs le légitimait en disant, mais c'est bien normal, c'est parce que, dit-il, chaque récit a sa valeur propre, de même que chaque amour est unique. Donc,
effectivement, il y a cette idée que raconter une histoire d'amour, ça n'est jamais raconter la même histoire, ça n'est jamais raconter la même chose, ça n'est jamais raconter la même situation, parce qu'il s'agit de la rencontre de deux, trois ou peut-être quatre êtres radicalement différents, singuliers, uniques à un moment donné de leur existence, et que bien évidemment, ça ne peut pas donner autre chose que de la singularité, qui devient évidemment quelque part universelle et collective parce qu'elle nous parle et parce que nous sommes des êtres humains et parce que nous avons évidemment quelques ressemblances entre nous, mais dont la singularité est aussi l'un des marqueurs importants. Alors bien évidemment, pour faire avancer comme un train dans la nuit cette formidable histoire d'amour que nous raconte Jules et Gilles, ben, il y a évidemment des personnages pour cela, hein, des personnages ô combien romanesques, mais une fois de plus, je le répète, qui ont été empruntés à la vraie vie. Et au centre de ces personnages, il y a la figure sur laquelle il faut qu'on s'arrête un petit peu, qui est la figure de Catherine, jouée par Jeanne Moreau, et qui est ô combien importante. C'est une femme libre, c'est une femme forte, une femme puissante, comme on dirait aujourd'hui, c'est une femme au nerf à vif, hein, il faut le dire, à la sensualité absolument débordante. C'est peut-être le plus beau rôle, pardonnez-moi, de l'actrice Jeanne Moreau, vraiment l'un de ses plus beaux, en tous les cas, ça n'est pas douteux. Là aussi, il faut vraiment se rendre compte que, à la fois pour la société des années 30 encore plus, mais même pour la société française des années 60, ce personnage qui décide de sa vie, qui en permanence montre le chemin, son chemin à elle, mais qui le balise aussi le chemin des autres, qui sont censés la suivre ou non, mais c'est à son initiative à elle que les choses se font. C'est un personnage qui est absolument solaire, qui est absolument central. C'est un personnage qui décide, et on le verra jusqu'au bout, et on verra que ce bout, que cette décision ultime, elle est tout, évidemment, vous le savez, sauf à la fois, elle n'est ni heureuse, ni innocente, ni dénuée d'empreinte de gravité et de lourdeur. Donc ce personnage, il est tout à fait saisissant, il n'est absolument pas banal, il est un personnage qui est tout à fait marquant dans cette grande liberté qui le conduit. Alors il y a peut-être une question qu'on pourrait se poser, c'est mais au fond, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit c'est Catherine, elle est au centre du film, elle est présente presque dans toutes les images, c'est vrai. Alors pourquoi le film ne s'appelle-t-il pas Catherine, Jules et Jim? Ce serait finalement le titre le plus proche de ce que nous voyons, en tous les cas, à l'écran. Oui, mais c'est peut-être le plus proche, effectivement, de ce que nous voyons, mais ça n'est pas le plus proche de ce que le film nous montre comme pensée. Nous n'avons pas directement accès aux pensées de Catherine. Le film n'est pas conçu comme cela. Catherine, nous la voyons presque exclusivement, à quelques détails près, mais nous la voyons presque exclusivement à travers les yeux fascinés de Jules et de Jim. Ensemble ou séparément, il y a des moments où ils sont ensemble, il y a des moments où ils sont en couple à deux, peu importe, mais cette Catherine, cette femme ô combien libre, nous la voyons à travers leurs yeux. Et c'est certainement ce qui explique, au fond, le pourquoi d'un titre qui est effectivement réservé, en quelque sorte, aux deux personnages masculins qui sont les personnages par lesquels l'histoire nous est donnée. Alors, je reviens juste après cette petite parenthèse sur le titre du film. J'insiste bien, je voudrais insister parce que, après tout, voilà, maintenant nous en sommes à un moment où justement, après mai 68 et quels que soient les soubresauts de l'histoire, l'émancipation des femmes est à l'ordre du jour encore et toujours, mais il faut bien mesurer quand même la grande liberté de cette femme. Elle s'habille en homme, elle transporte du vitriol dans sa valise pour éventuellement se venger.
La vitriolisation, en général, c'est vraiment réservé, hélas, ou tant mieux, c'est une pratique abominable des très, très masculine. Elle saute dans la scène quand on commence à dire de grosses bêtises sur les femmes, comme dans la scène nocturne dont vous vous souvenez certainement. Elle change de partenaire, c'est l'histoire, à sa guise. Jules, Jim, mais aussi Revzani, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais il joue le rôle de son, c'est lui qui joue le rôle de son amant, hein, il est dans le film, Revzani. Et puis, elle a cet acte final qui est peut-être l'émancipation ultime, qui est de choisir d'arrêter de vivre, qui est de choisir sa mort, qui est de dire, voilà, je décide du moment où je quitte ce monde. Euh, en tout cas, dans la façon dont elle le fait, on ne peut guère écarter l'idée d'un acte ô combien pensé. Ça n'est pas, elle n'est absolument pas suicidaire le reste du temps. Elle n'est pas en dépression quand elle monte dans cette voiture. Elle n'a pas les signes de quelqu'un qui est capable de faire un geste dont elle ne mesure pas la portée ô combien pour sa vie et pour les autres. Donc elle le fait, ce geste-là, qui est le geste ultime, et évidemment elle le fait en grande liberté, en toute liberté, comme l'expression ultime de son émancipation. Donc il faut bien voir quand même qu'à travers toutes ces manifestations, et on pourra en citer bien d'autres dans le film, elle s'oppose radicalement à une société qui est manifestement patriarcale, et dont Jules et Jim, d'ailleurs, ne sont pas les pires représentants, hein, il faut le dire. Elle n'a pas face à elle d'un femme macho, même si les discours, notamment ceux des berges de la Seine, ne les grandissent pas. Mais au fond, je crois que ce sont plutôt, comme souvent d'ailleurs chez Truffaut, deux petits-enfants qui sont fascinés vis-à-vis de Catherine, avec d'ailleurs toute l'ambiguïté oedipienne et maternelle que cela pourrait préjuger, mais c'est une lecture qu'on peut tout à fait avoir. C'est une lecture du film, elle n'est pas obligatoire, mais on peut la voir. Et au fond, on a un peu l'impression d'ailleurs que cette société patriarcale qui est décrite ici, pour Truffaut, elle encadre aussi les hommes et elle les corsette aussi d'une certaine manière et elle les tient en lisière d'un rapport différent, d'un rapport nouveau avec les femmes. Et alors, peut-être, enfin, je souhaite vraiment y insister, l'un des autres thèmes majeurs du film, c'est évidemment l'écriture. Alors, l'écriture, parce que, d'abord, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Jules, au début du film, est censé écrire un roman. Jim est un journaliste renommé. À l'époque, on est un journaliste de presse écrite, donc il est renommé pour ses articles. Et puis, au centre du film, dans la circulation du film, dans le grand mouvement qu'est le film, il y a toutes ces lettres, toute cette correspondance qu'on échange, qui se croisent, qui entraînent aussi, d'ailleurs, évidemment des déclarations sublimes, mais aussi des quiproquos, pardonnez-moi, des malentendus, des jugements définitifs qui engendrent aussi bien du bonheur que du chagrin. Et tout cet échange de correspondance, évidemment, est au centre du film. Et cette façon de poser la littérature, de poser l'écrit plus précisément, comme faisant partie intégrante de l'histoire, elle est une dimension très très importante de l'œuvre de François Truffaut. On la retrouvera à, à plusieurs reprises. Il y a La sirène du Mississippi s'ouvre par l'écriture de petites annonces dans les journaux. L'homme qui aimait les femmes, je le disais, écrit un livre. Bref, on a comme ça, à travers la littérature et les lettres, l'écrit, le fait que les personnages écrivent, s'écrivent, il y a une constance chez François Truffaut et Jules et Jim de ce point de vue-là, et on est peut-être l'un des plus beaux représentants. Alors, le film, très paradoxalement, nous apparaît comme d'une grande fluidité, et je voudrais juste insister sur le fait que c'est vrai, mais que pour en arriver à cette fluidité-là, à cette impression qu'on a d'être presque d'ailleurs dans un temps différent, qui est le temps du film, qui est le temps des personnages, eh bien, il a fallu notamment un montage et
on n'insistera jamais assez sur l'importance de cette étape-là dans la fabrication du film, un montage qui est d'autant plus un tricotage, d'autant plus un façonnage, d'autant plus un vrai travail, un travail difficile pour Truffaut et sa monteuse, qu'il faut mêler des éléments qui ne sont pas forcément qui ne vont pas forcément ensemble, et il faut leur donner justement cette fluidité, qui sont au nombre de trois principalement, qui est le commentaire de la voix off, dit par le comédien Michel Subor, hein, donc là qui rend en quelque sorte acte du côté littéraire du projet. On cite, c'est ce à quoi ça sert, on cite le livre dont il est question. La musique absolument merveilleuse, la partition très importante de Georges Delerue, et qui là aussi s'intègre parfaitement au film, avec en annexe la chanson. Et puis aussi, bien sûr, les dialogues qui sont très importants et qui là aussi rendent souvent hommage au travail d'Henri-Pierre Rocher en les citant. Et tout cela étant porté à l'appui d'une histoire qui, ça ne nous aura pas échappé, manie les élites avec à la fois une grande facilité et une volonté justement de n'être que dans la nécessité de l'histoire, de n'être que dans l'essentiel de ce que l'on raconte, mais à travers ce que vivent les personnages. Donc, on fait dans les livres. On accepte que la temporalité soit bousculée et on avance comme ça. Et si je dis on avance comme ça, c'est au fond parce que je crois qu'il y a peut-être peu de films, mais en tous les cas, c'est un film qui se rattache à ce courant-là. C'est un film qui met en avant un nombre incroyable de moyens de locomotion. Il y a la voiture, dont on voit qu'elle peut servir à tout, y compris au plus tragique. Il y a évidemment le train, il y a beaucoup de trains. Il y a la bicyclette. Bref, tous les moyens de locomotion sont bons, et surtout, la marche, mais même, voilà, on se meut, on bouge dans Jules et Jim. On n'arrête pas d'avancer. Il y a une sorte de mouvement permanent qui est d'ailleurs appuyé par les travelling et la caméra qui panote beaucoup pour englober l'ensemble de la nature. Mais il y a ce mouvement presque perpétuel, comme s'il s'agissait pour Truffaut de dire l'important c'est de ne pas s'arrêter, de ne pas stopper. Il faut aller jusqu'au bout de son rêve, de ses rêves, de ses amours, de son envie de vie. Il faut aller jusqu'au bout. Et ça, de ce point de vue-là, je crois que le film, dans sa forme, correspond à ce qu'il dit sur le fond. Et ça aussi, c'est très, très passionnant. C'est certainement pour Truffaut, qui était persuadé que finalement le cinéma valait mieux que la vie, quelque part, parce qu'au moins, dans le cinéma, les trains continuent à avancer dans la nuit à toute allure et à nous emporter. Et ça, c'est évidemment très important. Voilà, alors c'est une grande cavalcade, et vous me la pardonnerez, dans ce film qui est d'une richesse absolue, qu'on peut revoir et revoir et re-revoir en y découvrant d'autres dimensions que je n'ai absolument pas abordées, je n'ai pas eu le temps d'aborder ici, mais c'est un film d'une richesse absolue qui annonce bien sûr beaucoup d'autres films de François Truffaut à travers, par exemple, le trio amoureux qu'on aura dans La peau douce avec le mari, la femme et l'amant, mais aussi situation qu'on verra dans le dernier Métro, les amours impossibles que racontera Truffaut, notamment dans Adélache, et puis la nécessité aussi peut-être là aussi, voilà, de ne jamais s'arrêter, d'être toujours en mouvement. C'est ce qui porte certainement L'homme qui aimait les femmes, par exemple, également. Bref, Jules et Jim a beau être le troisième seulement film de François Truffaut, d'une filmographie relativement courte, qui hélas, La vie en a décidé ainsi, n'en compte qu'une vingtaine, mais c'est certainement un film très fondateur de ce que seront par la suite, on va dire, les obsessions, au bon sens du terme, à la fois cinématographiques et artistiques de François Truffaut dans bon nombre de ces films ultérieurs. Voilà. Merci de votre écoute, et j'ai envie, effectivement, si vous le souhaitez, bien sûr, qu'on puisse continuer un petit peu sous la forme d'une discussion, question ou pas question de votre part, simplement des sentiments, des ressentis, c'est aussi important que les questions, ou en tout cas c'est identique, voilà, pour qu'on puisse un petit peu aller encore un peu plus loin, sachant, je vous le répète, que j'ai parfaitement conscience
que ça n'est pas en 45 malheureuses minutes qu'on arrive à faire le tour du film de François Truffaut. Je ne sais pas d'ailleurs si quelqu'un a jamais réussi à en faire le tour. Voilà, donc je vous laisse la parole bien volontiers. Alors, est-ce qu'on a des élèves qui sont intéressés ou si on n'a pas la première question, on passe tout de suite à la seconde, hein, c'est le principe. Voilà, on vous entend. Alors, des questions? Bonjour. Bonjour. Ma question était comment le public a accepté un peu cette émancipation de la femme, enfin de l'allégorie de la femme en général. Comment le public et les critiques en général ont accepté ce film? Oui, c'est un bon aspect que je n'ai pas eu le temps d'aborder. Plusieurs petites choses. Il faut savoir d'abord, et c'est un marqueur toujours intéressant, que le film à sa sortie, tenez-vous bien, a été interdit aux moins de 18 ans. Et il a été totalement censuré en Italie. En Italie, il n'a pas pu sortir dans un premier temps. Il est sorti par la suite, bien évidemment. Mais bon, l'Italie, vous savez, l'Italie du Vatican, l'Italie de l'Église catholique, a dit non à cette odieuse célébration de ce qui serait effectivement de l'amour à trois. La critique a plutôt bien réagi, le public moins, il faut le dire. Et je crois que c'est... oui, il y a certainement eu une sorte de la part d'une partie du public, d'un rejet un peu moralisant, moralisateur, de cette façon d'envisager l'amour et le couple, et que le film a mis du temps à être reconnu, en quelque sorte, tant il était... alors, il n'y a pas de volonté militante chez Truffaut, je crois vraiment, là, s'il y a quelqu'un qui n'est pas militant, c'est François Truffaut, mais disons que ce film venait un peu trop tôt, certainement dans le paysage des mœurs européennes, et voire même mondiales, et qu'il annonçait des choses qui allaient se passer un peu plus tard dans la reconnaissance de l'amour libre, dans le fait que l'important c'était que les gens pouvaient aimer qui ils voulaient, comme ils voulaient, et qu'entre adultes tout allait très bien, et qu'il ne s'agissait pas de moraliser et de codifier trop les choses, et que de toute façon la sacro-sainte figure du couple sur lequel étaient fondées les sociétés occidentales notamment, mais pas seulement, que évidemment cette figure du couple, de la fidélité, de l'engagement pour toujours, etc., le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était une réalité vécue avec plus de difficultés dans la vraie vie. Voilà. Et que donc le film de François Truffaut anticipe en quelque sorte ou commente cette difficulté du couple à réellement vivre dans une vie entre guillemets normale. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une autre question? Moi, j'ai peut-être une question pour Monsieur Delmas. En effet, vous mettez en lumière le fait que finalement le film anticipe mai 68. Et moi, ce qui m'a frappé en revoyant le film avec mes élèves, c'est la noirceur de l'épilogue du film. Et je me demandais si d'une certaine façon ce film n'anticipait pas aussi ce pessimisme propre au nouvel Hollywood, avec des fins qui sont souvent extrêmement pessimistes sur des films, voilà, de la fin des années 60. Alors ma question, c'est est-ce que Truffaut justement a été suivi par ces jeunes gens? Est-ce qu'il y a un héritage dans l'école hollywoodienne de la fin des années 60? Alors bon, parfois oralement ça va un petit peu trop vite. Je ne dis pas que Truffaut c'est Cohn-Bendit, hein, ou c'est la préfiguration de 68. Disons que ce sont des choses qui vont être débattues en 1968, mais une fois de plus, Truffaut et le militantisme, ça fait pas bon ménage. Donc je voudrais pas en faire une sorte de prêt contestataire sur les barricades. Je crois que mais je suis désolé d'avoir effectivement laissé penser un peu trop ça. Simplement, effectivement, ce qui est frappant, c'est de voir combien sur le personnage, notamment Catherine, c'est le personnage de Catherine qui est au centre de ça, annonce effectivement un certain nombre de revendications féministes et annonce une société qui est en train d'évoluer et de bouger, bien évidemment. Alors oui, la fin est à la fois pessimiste, et puis il y a aussi
cette idée quand même qu'elle choisit, elle choisit sa fin, ce qui, alors évidemment la mort est toujours triste, c'est vrai, mais je crois que le principal message, c'est quand même le choix d'en finir quand elle a décidé d'en finir. Le cinéma de Truffaut, globalement, on va dire plutôt le cinéma de la nouvelle vague, a été beaucoup regardé effectivement par les jeunes cinéastes d'Hollywood, peut-être avec une attention portée parfois un peu plus à celui de Godard, qui pouvait sembler formellement, sinon plus enfin, contenir des éléments novateurs qu'on voit bien avec Pierrot le Fou et À bout de souffle, mais néanmoins il y a une audace peut-être un peu sous-jacente chez François Truffaut, qui a été quand même effectivement perçue par ces cinéphiles. L'amour de Truffaut pour le romanesque fait que, ce qui n'est pas partagé par Godard, enfin en tout cas pas avec les mêmes moyens et les mêmes fins d'ailleurs aussi, l'amour du romanesque permet peut-être donne au film de Truffaut quasiment une sorte de classicisme, mais qu'ils n'ont pas, qu'ils n'ont évidemment pas, et que au fond, comme il le dit lui-même, c'est subversif dans la douceur, et c'est doux dans la subversion. C'est pour ça que j'ai mis cette phrase en exergue de la petite intervention, parce que je pense qu'elle est très, très, très au cœur de son propos, très au cœur de sa démarche, et que, par exemple, Godard ne reprendrait pas cette dichotomie-là. Lui, il se situerait dans la subversion, point barre. Mais que ce qui intéresse Truffaut, c'est au fond de prendre aussi par la main, peut-être un certain nombre de gens, pour les amener vers la subversion par la douceur, ce qui n'est pas forcément idiot. Voilà. En tout cas, qui correspond à ce qu'un certain nombre de gens préfèrent que l'on fasse comme ça, et le résultat est finalement le même. Il y a chez Truffaut régulièrement des scènes extrêmement subversives, et d'ailleurs dès Les Mistons, où pour ce premier court-métrage pardonnez-moi, de François Truffaut, où Bernadette Lafont fait de la bicyclette, elle parcourt les campagnes limoises avec sa bicyclette, et elle est en jupe, et il y a une scène sidérante où les petits sauvageons, une fois qu'elle a posé sa bicyclette et qu'elle est en train de se baigner dans le Gardon, vont aller sentir sa selle. Je vous assure que c'est une scène qui a réellement marqué pour l'époque, tant elle était d'une crudité et d'un érotisme et d'une sensualité absolument faramineuse. Et il y aura comme ça tout au long de la carrière de Truffaut, mais ce sont des percées dans un ciel, ce sont des moments. Il y a une scène de défloraison dans Les Deux Anglaises et le continent qui est sur ce genre de choses, voilà, sur ce genre de percées. Et puis l'histoire reprend, et puis la trame narrative s'écoule lentement et dit des choses tout aussi intéressantes, mais qui peuvent paraître moins subversives. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais que c'est compliqué toujours d'intervenir. On a le droit aussi de ne pas aimer un film. Hein. C'est pas, voilà, donc on a le droit de le dire en plus. Donc voilà, parce que c'est comme ça, parce que c'est un objet qui nous est proposé et avec lequel on peut interagir ou pas. Voilà, et on peut être dans un état d'interrogation, de déception aussi, voilà, de désappointement en tous les cas. Oui. Bon, de mon côté, je vais aussi poser une question. Donc, toujours le lycée Schlegel de Münster, en Alsace. Donc, nous avons été surpris de découvrir que des scènes avaient été tournées en Alsace, des scènes du film. Je me posais la question de savoir si ce n'est pas aussi une façon de rendre hommage à Jean Renoir, qui a réalisé son film donc La Grande Illusion en Alsace, notamment au Königsbourg, avec justement cette évocation du Renoir par sa société de production, la Société du Carrosse, qui est en référence au film Le Carrosseur. Oui, bien sûr. Non, François Truffaut et puis les cinéastes de la Nouvelle Vague appelaient Jean Renoir le patron. Donc, de ce point de vue-là, la filiation, la reconnaissance, elle est évidente. Elle est d'autant plus évidente qu'ils ont, et Truffaut le premier, mais pas lui tout seul quand même, ils ont beaucoup tapé sur la génération précédente de cinéastes, dont faisait partie
chronologiquement, si je puis dire, générationnellement, Jean Renoir. Donc, ils ont énormément tapé sur des cinéastes français, avec notamment cet article de Truffaut qui s'appelait « Une certaine tendance du cinéma français » et qui était vraiment une attaque lourde contre un certain cinéma, attaque qui ne visait absolument pas Jean Renoir et dont Jean Renoir était en quelque sorte au contraire l'exact inverse. Bon. Donc il y a eu immédiatement dans la naissance de ce qui n'a pas été un mouvement formel, mais qu'on a appelé a posteriori la nouvelle vague, mais il y a eu vraiment une façon de sanctuariser Renoir et les films de Renoir et de faire en sorte que, au fond, on disait oui, ben, ce cinéma-là, les films de Renoir, on s'y reconnaît. Bon, ce qui n'était pas le cas de beaucoup d'autres cinéastes français. Donc, bien sûr, la reconnaissance, vous m'y invitez, quasiment géographique, et je dirais que ça va encore au-delà dans ce film-là, dans Jules et Jim. Il y a l'affirmation d'une proximité ou d'une reconnaissance du regard de Renoir dans quelque chose qui est très rare dans le cinéma de Truffaut. Donc, c'est dire si je crois qu'il y a chez lui là une volonté peut-être même de forcer un peu sa nature et d'aller vers Renoir, de payer son tribut à Renoir. Chez Truffaut, la nature existe assez peu. Les films sont plutôt urbains, même des petites villes, mais c'est Montpellier, Grenoble, Paris, bien évidemment, des petites villes de province comme celle de la Chambre Verte, mais ce sont plutôt vraiment des paysages urbains, urbanisés, pas une folie, mais c'est pas Métropolis, mais c'est souvent le cas. Et par exemple, il refusait de filmer le ciel, en général. Il disait, non, le ciel, ça prend trop de place dans l'écran, c'est une élévation de la caméra qui n'a aucun sens, et donc je ne veux pas qu'on filme le ciel. Bon. Mais, ce qui est très, très, très passionnant à constater, c'est qu'effectivement, dans le film dont on parle, dans Jules et Jim, avec notamment l'usage de panoramiques, pour embrasser, si je puis dire, à tous les sens du terme, la nature qui est autour du petit pavillon qu'habite le trio, notamment. Il y a dans cette forme sensuelle de dire l'importance de la nature, alors on retrouve là le Renoir d'une partie de campagne, par exemple, mais pas seulement, qui est effectivement, là pour le coup, Renoir, une vraie attention à la nature, à ce qui n'est pas urbanisé, à ce qui n'est pas forcément domestiqué par l'homme, et en tous les cas à ce qui participe d'une sorte de vision, oui, à la fois sensuelle, naturelle, hédoniste du paysage qu'on a autour de soi. Donc, cette présence, cette ultra-présence du paysage, filmée notamment, je le répète, avec des panoramiques très importants par Truffaut, là, on peut y déceler, je crois, sans sollicitation excessive, effectivement, une sorte d'hommage, de tribut. On n'entend plus. On a un problème de son. Ça a coupé, Laurent. Oui, ça a Laurent, ça a coupé. Problème de son. Tes dernières phrases, on ne t'entend plus du tout. Laurent, tu nous entends? Oui. Oui, on ne t'entend plus en fait depuis tout à l'heure. Ah bon? Là maintenant ça va, mais on a loupé toute la fin. Ah. Faut que je la refasse. Eh ben, en fait... Je me suis fait bien comprendre. Non, mais voilà, je disais juste l'importance de Renoir parce que effectivement, Truffaut n'est pas un cinéaste du paysage et de la campagne et des grands panoramiques qui partent de la partie gauche du paysage et qui arrivent à la partie droite en filmant la montagne, la forêt, la petite maison, etc. Mais que dans ce film-là, il le fait avec, bien sûr, très librement, mais que cette liberté-là, elle est en grande partie, on peut et votre intervention le montre, on peut l'attribuer à une forme d'hommage au cinéma de Jean Renoir, qui lui était effectivement beaucoup plus axé, pas toujours, mais souvent axé sur la peinture
du paysage et de la nature, c'est pas solliciter beaucoup les choses que de dire qu'il semblerait que Jean Renoir était le fils d'un peintre assez connu et que de ce point de vue-là, le paysage existait. Voilà, peut-être plus que chez le sauvageon urbain qui était Truffaut. Voilà, et qui ne se sentait pas très bien en bord de mer, qui ne se sentait pas très bien à la campagne, mais qui était chez lui dans la ville. Ça, c'est certain. Mais effectivement, là, on a cette exception qui confirme sa règle avec Jules et Jim. Et je crois que c'est très bien de l'avoir noté et de développer cet aspect-là du film. Alors, est-ce qu'on m'a entendu cette fois? Oui, c'était parfait. Merci Laurent. Est-ce qu'on a une dernière question? Profitez-en. On a encore Laurent pour nous tout seuls, presque en plus. Oui. Bonjour. Alors après, j'aurai moi une question, mais allez-y. Pourquoi avoir choisi Georges Delerue et quelle était leur relation? Ah, Georges Delerue. Écoutez, donc le choix a été précédent puisque Georges Delerue était déjà sur le film tiré sur le pianiste. Et je n'ai pas en tête les circonstances forcément anecdotiques de leur rencontre, mais ce n'est pas ça votre question. La rencontre, elle est éminemment artistique parce que Truffaut est quelqu'un qui aimait beaucoup la musique. Ce n'est pas le cas de tous les cinéastes. Enfin, il y a des cinéastes qui ont un intérêt très relatif pour la musique. Lui, vraiment, avait à la fois une connaissance d'ailleurs de la musique classique qu'on voit bien dans le sketch Antoine et Colette, et aussi un amour, je le disais, presque immodéré pour la chanson, dont il pensait que dans les chansons, on disait des vérités premières, essentielles, qui nous aident à vivre. Il y a il y a guère de films de Truffaut où il n'y a pas à un moment ou un autre un petit bout de chanson, ou alors la chanson devient très importante, comme dans le Jules et Jim, où elle donne son titre au film, comme dans L'amour en fuite, avec la chanson d'Alain Souchon qui a le même titre que le film et qu'on entend dans le film. Enfin, bref, la musique est très importante. Il travaillera avec Georges Delerue, avec Antoine Duhamel aussi, qui sont deux très grands musiciens. Moi, je dirais c'est toujours compliqué d'analyser le rapport entre un musicien et un cinéaste, parce que je crois que c'est de l'ordre vraiment de la rencontre de deux univers. Il s'agit évidemment de ne pas faire en sorte que la musique ne soit qu'une bête illustration des images, mais insuffle une émotion peut-être supplémentaire. Et je crois que c'est ce qui fonctionnait très bien dans le couple Delerue-Truffaut, c'est qu'effectivement, il y avait cette complémentarité. Vous savez qu'en France, contrairement aux autres pays, un film a 3 auteurs, son cinéaste, son scénariste, ça peut être la même personne et ça peut être des personnes différentes, et puis l'auteur de la musique du film, qui est reconnu comme l'un des 3 auteurs du film. C'est, je crois, une reconnaissance qui montre l'importance quand même de la place de la musique en tout cas chez certains cinéastes, et Truffaut en fait partie. Les bandes originales des films de Truffaut sont extrêmement importantes. C'est quelqu'un qui était je fais un petit pas de côté pour Georges Delerue, mais je crois que ça a quand même un intérêt. Pour 4 de ses films ultérieurs, notamment pour La Chambre verte et pour Les Deux Anglaises, François Truffaut est allé retrouver les partitions d'un musicien français qui était mort en 1940 sur le front, qui s'appelait Maurice Jaubert, Jaubert, et il a fait rejouer ces partitions qui n'étaient plus jouées, alors que c'était un musicien très important du début du siècle, enfin des années 30 et 40, dans le cinéma français. C'était un musicien de cinéma, mais pas seulement. C'est quelqu'un qui a une œuvre symphonique aussi à son actif. Et Truffaut a permis, ce qui est quand même très rare dans l'histoire du cinéma, qu'on redécouvre un grand musicien classique français qui était tombé un peu en déshérence, et qu'avec 4 de ses films, il a permis de redonner, de faire tout simplement d'enregistrer des nouvelles versions de plusieurs pièces symphoniques concertantes de Maurice Jaubert. Donc c'est dire vraiment si effectivement
la musique et la musique de film, la musique de cinéma était importante pour lui. Donc alors voilà, j'aurais juste une petite pique. Je suis un peu étonné que aucun élément féminin d'entre vous ne soit venu nous parler, parce que je trouve... Ça a recoupé quand tu as dit « je suis surpris qu'il n'y ait aucun élément féminin ». Et voilà, bon, ben ça va, c'était l'essentiel de mon intervention. Non, j'aurais aimé entendre effectivement... Il y a une question. Ah ben tant mieux. On a une jeune femme qui arrive. C'est pas du sexisme à l'envers, hein, que les choses soient claires. C'est juste parce que, voilà, je pense que ça peut être intéressant. Bien sûr. Bonjour. Bonjour. C'était du coup pour savoir, au début du film, il compare en fait, il y a une statue en fait qu'ils mettent au début du film, et il la compare en fait avec Catherine. C'était pour savoir si c'était juste l'élément déclencheur de la rencontre entre Jim et Catherine, ou si c'était juste pour donner en fait le point de caractère de Catherine. Moi personnellement, c'est un avis très subjectif, mais tout le long du film, j'ai vu Catherine comme une personne qui, on n'arrivait pas à percevoir ses émotions en fait. Du coup, je sais pas si c'était en lien avec la statue ou pas. Après, c'est très subjectif, du coup. Mais c'est pour ça que c'est intéressant. C'est parce que c'est très subjectif, sinon ça n'a aucun intérêt. Parler objectivement d'une œuvre d'art, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, franchement. Et votre lecture est tout à fait pertinente. Je crois qu'il faudrait vraiment prendre beaucoup de temps pour épuiser cette idée-là. Parce que ça veut dire quand même à l'origine que ces deux hommes tombent amoureux d'une statue. Je suis sûr que c'est le meilleur moyen de vivre une histoire d'amour. C'est dur, une statue. Vous avez raison. C'est opaque, quelque part. C'est non transparent. Et c'est très difficile d'aller à l'intérieur de la statue sans aucune grivoiserie dans mon propos. Mais vous voyez bien, effectivement, que ce n'est pas innocent comme façon de commencer le film. Que ça va évidemment caractériser et Jules et Jim et Catherine. Et Jules et Jim, et une fois de plus, on en revient au fait que c'est leur regard à eux deux qui est le moteur, en quelque sorte, narratif du film. Parce que c'est effectivement leur regard qui quelque part, font d'elle une statue. Et la statue dans ce... Et est-ce que c'est bien raisonnable d'être amoureux d'une statue? Est-ce que c'est bien raisonnable de voir une femme comme une statue? Ou un homme, hein, peu importe. C'est aussi un des enjeux du film. Et c'est aussi une façon donc de caractériser ces deux hommes. C'est assez enfantin, au fond, cette façon d'aimer quelqu'un à ce point-là, de la mettre au sens propre du terme, de la mettre sur un piédestal, sur un socle, de la muséifier. Bon, c'est quand même c'est pas rien, vous avez tout à fait raison. Et c'est ça qui est très riche dans ce film, je trouve. C'est que on a une possibilité d'analyse et forcément subjective, et c'est tant mieux, les caractères de chacun et ce qui est raconté en matière de qu'est-ce que c'est qu'une histoire d'amour. Bien, par exemple, cette façon-là, effectivement, qui ne ressemble pas à une autre histoire à côté, qui ne ressemble pas à d'autres regards d'hommes sur une femme et à côté. Et il y a effectivement une façon d'induire les choses dans ce regard-là qui fait qu'au bout d'un moment, d'ailleurs, je pense que le destin de Catherine, c'est d'échapper à son statut de statue, sans jeu de mots. Et le suicide en fait partie. Parce que je crois qu'elle n'a pas du tout envie, elle, d'être une statue. Ça, c'est clair. Parce qu'une statue, c'est pas la vie. Parce qu'une statue, c'est figé. Parce qu'une statue, ça tient une position et une seule. Bon, donc c'est pas Catherine, c'est pas elle. Et quelque part, c'est aussi l'histoire permanente de deux regards qui se trompent sur quelqu'un. Je crois, hélas, que ça peut être aussi souvent une métaphore de l'amour. Je n'en dirai pas plus et j'ai envie de vous laisser sur cette interrogation, mais juste pour vous dire combien le regard, alors pour le coup, le regard de François Truffaut sur les amours, sur nos amours, sur les hommes et sur les femmes, continuera, je pense, à nous être bigrement utile. Merci bien. Merci à vous.
Est-ce que Laurent, vous acceptez une dernière question si jamais il y en avait une? Ah, mais avec bonheur, voire une dizaine. Ah bon? Bon, oui. Alors profitez-en. Et puis ça peut dépasser le simple cadre de ce film-là de Truffaut, éventuellement. On n'est pas monomaniaque. J'en profite pour rappeler, Laurent Delmas, qu'on va se retrouver sur les 400 coups aussi, et puis sur aussi les 2 Anglaises et le continent, pour une prochaine masterclass. C'est vrai. Oui. Alors, on a une question. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, c'était sur le personnage de Catherine. C'est une femme forte qui cherche le bonheur perpétuellement. Mais est-ce que c'est pas un peu cette recherche du bonheur qu'elle a tout le temps qui la rend malheureuse sur la fin? Et oui, c'est effectivement le paradoxe, ce paradoxe à la fois premier et essentiel que notait Truffaut dans ses propos. Hein. C'est-à-dire, effectivement, on est partagé entre des choses qui sont antinomiques, contradictoires, paradoxales, et que, effectivement, la recherche frénétique du bonheur oblige à des ruptures permanentes, oblige à aussi rendre les autres malheureux, ce qui est paradoxal. C'est-à-dire la recherche de son propre bonheur oblige à rendre les gens qu'on a autour de soi malheureux, parce qu'on prend un autre chemin, parce qu'on décide que ça ne sera pas avec lui que je continuerai, ce sera avec un autre, pour mon bonheur, donc pour le malheur de l'autre. C'est ça que raconte évidemment le film. C'est ça qui, d'ailleurs, qui nous met, nous, le spectateur, on n'a peut-être pas assez dit pour l'instant, dans une sorte d'état d'intranquillité. C'est-à-dire que, évidemment, on ne sait jamais ce qu'elle va faire. On ne sait jamais la décision qu'elle va prendre par avance. On ne sait jamais, et leur réaction à eux deux non plus d'ailleurs. Et donc, on est comme ça, nous les spectateurs, dans un état de grande intranquillité, de grande interrogation. Et alors ça, je crois que c'est vraiment le propos assumé de François Truffaut, de nous mettre dans cet état-là, qui n'est pas forcément un état, d'ailleurs là aussi, de bonheur absolu, hein, mais qui est un état qui nous rend peut-être plus vifs, plus actifs par rapport au film et par rapport aussi à l'opinion qu'on pourra en avoir après. Quelqu'un comme Jean Renoir, par exemple, a refusé assez vite dans sa carrière de cinéaste qu'on mette le mot fin à la fin des films. Ça se faisait à son époque, ça ne se fait plus du tout. Mais à son époque, ça se faisait. Il y avait fin. Bon, on est un peu les gens pour des imbéciles, mais enfin bon, on mettait fin. Bon. Et c'était une façon, effectivement, de dire que les choses étaient finies, que l'histoire était finie. Or, Renoir disait non, 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 non. Les choses ne sont pas finies. Le film continue dans la tête des spectateurs. Et l'histoire que je leur ai racontée, elle va produire des choses dans leur mental, dans leur esprit. Enfin, s'ils le veulent bien, ils peuvent passer à côté du film et ne pas avoir envie de dialoguer avec lui. Mais un film, on dialogue avec lui. Les films qui nous plaisent, les films de nos vies, comme disait François Truffaut, on dialogue avec eux. Et ils nous servent, je crois, dans notre vie, dans nos vies. Et Julie Gym, certainement, pour un certain nombre de gens, dont je fais partie, mais effectivement, on dialogue avec. Et cette interrogation sur une recherche frénétique du bonheur qui engendre le malheur des autres, forcément, ça nous interpelle. Forcément, ça nous bouscule. Forcément, ça nous donne à réfléchir. Parce qu'en même temps, il n'y a pas de raison qu'on dise qu'on va arrêter de rechercher le bonheur. C'est plutôt pas mal de rechercher le bonheur dans sa vie. C'est plutôt simple. Bon. Mais en même temps, voilà. Encore faut-il mesurer ce que ça induit pour les autres, puisqu'il y a nous et les autres. Voilà. Donc, on est obligé de faire avec. Déjà, on est parfois un peu encombré de soi-même. Il faut être aussi encombré des autres. Voilà. Donc, c'est tout cela que nous dit le film de Truffaut, de façon, je trouve, d'ailleurs, très simple. Ce qui est assez beau avec le cinéma de François Truffaut, c'est que c'est pas un cinéma de la théorie, c'est pas un cinéma de la thèse, et de l'antithèse par définition, et de la synthèse au bout du compte. C'est un cinéma de la vie. C'est un cinéma qui accepte les paradoxes, qui accepte les contradictions, qui nous met face à nous-mêmes, mais sans nous imposer de vérité absolue. Alors le personnage de Catherine, il est comme ça. Je crois qu'il nous interpelle autant qu'il interpelle Julie Gym, et je crois que c'est une des grandes réussites du film. Merci. Merci à vous.
Est-ce qu'on a une autre question? Ouais, chez nos lycéens ou chez nos jeunes d'unicité, Océane, Léo peut-être? Ou alors chez Sylvain et Charlotte? Je laisse quand même une chance aux jeunes de Kirchleger peut-être? Une dernière chance? Ah, on a. Bonjour. Bonjour. C'était pour savoir si Truffaut il avait eu des grands modèles d'inspiration ou alors quelque part retrouver toutes ses idées ou enfin, toute sa vie en fait. Où est-ce qu'il l'avait trouvé ou alors si tout est parti de son propre esprit ou s'il avait eu des grands modèles d'inspiration. Oui, oui, alors, moi, je connais pas je crois qu'il n'y a pas de grands artistes qui n'est pas dans sa tête des grandes sources d'inspiration et tout le travail, en quelque sorte, ce sera à la fois de nous y faire penser et de nous les faire oublier. Voilà, bon. Alors, dans son cas, elles sont multiples. Alors, la première source d'inspiration que je n'ai pas forcément abordée dans Julie Jim parce que c'est peut-être plus évident dans d'autres films, mais c'est la vie personnelle de François Truffaut. On peut toujours... alors évidemment, on le fait pour les 400 coups parce que c'est clairement le récit de son enfance, mais là aussi, quand même, avec des éléments de fiction. Et puis, c'est pas lui qui joue, c'est Jean-Pierre Léaud, mais bon, pour les 400 coups, pour Antoine Doinel, on va dire, c'est évident. Mais pour la quasi-totalité des autres films, il y a toujours des références à sa propre vie. Et si vous voulez, pour être clair, la vie amoureuse de François Truffaut est une vie tumultueuse. C'est la vie de quelqu'un qui a, alors qu'il était marié avec 2 petites filles, est allé passer 1 mois à l'hôtel en quittant le domicile conjugal pour vivre une histoire avec une jeune actrice, puis qui finalement est revenu, puis qui est définitivement reparti, qui a terminé sa vie quasiment dans les bras de la mère de ses enfants avec laquelle il avait renoué. Enfin, bon, la vie de Truffaut, c'est le tourbillon. Voilà. La vie amoureuse, la vie sentimentale de Truffaut, c'est le tourbillon de la vie. C'est vraiment... ça, il l'a connu toute sa vie, avec des grandes actrices qu'on connaît, mais pas seulement aussi, avec des femmes plus anonymes, enfin, etc. Bon. Donc, cette dimension-là, c'est évident qu'elle l'a beaucoup, et c'est pour ça que donc, je passe à l'autre source d'inspiration, elle l'a beaucoup touché dans ce qu'il a lu dans le roman d'Henri-Pierre Rocher, qui forcément a fait écho chez lui à ce qu'il avait pu vivre avec une telle, avec sa femme entre guillemets officielle, avec laquelle il avait donc des enfants, et puis telle maîtresse, et puis telle autre maîtresse, enfin, etc. Et aussi une grande attention chez Truffaut à l'amitié avec peu, mais avec un certain nombre d'hommes, voilà, qui n'était pas une amitié qui n'avait aucun caractère d'ambiguïté, mais qui était de vraies amitiés profondes. Et je crois que l'amitié entre Jules et Jim, de ce point de vue-là, le touche aussi beaucoup par rapport à sa propre vie, par rapport à ce qu'il a pu vivre avec des gens, avec des amis hommes dans sa vie. Mais donc, je suis passé de la vie intime au livre parce que, évidemment, les influences de Truffaut, elles sont littéraires. Elles vont chez Balzac, chez Stendhal, chez Flaubert, parce qu'il y a par exemple plein de la notion d'éducation sentimentale dans ces films. Il y a ce sont souvent des histoires d'hommes qui se forment, d'hommes qui s'ouvrent à la vie, comme Antoine Doinel, comme même les 2 héros de Jules et Jim, quoi qu'il en soit. Il y a des formes d'éducation sentimentale, et là on voit bien que ce sont des références très très littéraires. Et il y a évidemment des références cinématographiques. On le disait pour Renoir tout à l'heure, mais François Truffaut est un amoureux d'un grand nombre de films américains, de Lubitsch, de Capra, cette grande époque du cinéma des comédies romantiques américaines. Et là aussi, où on a des duos, des trios amoureux, il était capable de revoir plusieurs fois par jour des films de Lubitsch, par exemple, qui sont comme ça sur des très brillants, sur des dialogues amoureux.
Donc oui, le cinéma de Truffaut est un cinéma, sans jeu de mots, truffé de références, assumé, parfaitement assumé, de citations, de petits cailloux blancs, et même aussi, c'est d'ailleurs ça tout à fait passionnant et intéressant, en général, chez les grands artistes, on peut toujours se livrer au petit jeu qui consiste à repérer dans tel film, mais aussi dans tel roman, dans telle musique ou dans tel tableau, quelque chose qui appartient à un autre roman de ce même artiste. Bon. Ce petit jeu-là, qui est toujours, je trouve, stimulant, mais il est à jet continu dans les films de Truffaut. C'est-à-dire les films de Truffaut, vous pouvez toujours, une fois maintenant qu'on a le corpus, hein, qui est les 22 films de Truffaut, on pourrait écrire un livre qui ne serait fait que des recensions d'une citation de La sirène du Mississippi dans Le Dernier Métro, et puis d'une citation des 400 coups dans Vivement Dimanche, etc. etc. Truffaut cite sa vie intime, cite les artistes qu'il aime, et se cite lui-même. Voilà. Donc, il y a chez lui vraiment une volonté permanente, assumée, d'être dans une sorte effectivement de mouvement, d'avance, mais qui n'oublie jamais ce qui a été fait auparavant. Il y a toujours une forme de mélancolie dans le cinéma de François Truffaut, et cette mélancolie, elle s'exprime aussi en l'occurrence dans ses citations permanentes de sa vie, de son œuvre et des œuvres des autres. Donc, oui, il y a clairement, c'est pas du tout un cinéaste qui crierait au génie individuel, si vous voulez, au génie singulier. Je crois qu'il n'arrête pas, François Truffaut, d'être dans l'admiration d'écrivains, d'artistes qu'il aime et de cinéastes et qu'il a envie de citer et d'admirer et qu'il espère, sinon égaler, du moins, voilà, en tous les cas, pouvoir dire un peu, raconter des choses qu'eux-mêmes ont raconté. Donc vous avez raison d'y insister parce que c'est une dimension très importante de ce film-là, mais comme de tous les films de François Truffaut. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, si on n'a plus de questions, on va clore. Ah si, apparemment. On en a encore. C'est bien, mais il faut en profiter hein, de toute façon. Non, mais allez-y, moi, je n'ai pas de problème. Au contraire, je suis ravi. Je ne sais pas si mes réponses sont satisfaisantes, mais je suis très content des questions. Bonjour, je voulais savoir justement à la scène de fin, quand Catherine décide d'emmener Jim avec elle dans sa mort, on voit donc Jules aller à l'enterrement et oui. on apprend donc qu'il est plus malheureux d'avoir perdu son ami que Catherine. Et c'est pas, je veux savoir, c'est pas aussi le fait d'être soulagé, d'être apaisé que Catherine soit partie pour qu'il sache qu'elle ne partira plus sans savoir où elle est. Mais oui, vous avez raison, c'est toute l'ambiguïté des sentiments humains qui, parfois, au fond, effectivement, je crois que là, c'est juste, hein, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se le cacher. Jules, il a accepté beaucoup de choses par amour. Beaucoup de choses, il a accepté beaucoup de choses que lui fait, et le mal, du mal aussi, du bien, mais du mal aussi que lui a fait Catherine par amour. Il a accepté Jim, il a accepté l'amant, il a accepté d'autres, il a accepté les départs, il a accepté les trahisons, les infidélités, l'inconstance de Catherine. Et on peut comprendre qu'au bout d'un moment, à la fin peut-être, il est plus touché par la constance et la fidélité que lui a montré en quelque sorte jusqu'au bout Jim, et être peut-être un peu soulagé, oui, il faut le dire, c'est brutal, mais il faut le dire, de la mort de Catherine, qui, de ce point de vue-là, du point de vue de cette difficulté de vivre, lui donne l'assurance qu'au moins il ne sera plus confronté à ça. Et avec l'idée que aussi,
c'est un respect total pour Catherine que d'accepter cette mort choisie. C'est-à-dire que il n'y a pas de question de ce point de vue-là. Respecter Catherine jusqu'au bout, c'est respecter son choix final, c'est respecter la mort qu'elle se donne. Et c'est ne pas en faire un jugement. Et peut-être au contraire, trouver de façon sous-jacente que pouvait-il en être autrement Catherine pouvait-elle mourir autrement qu'en donnant la mort? C'est certainement une des interrogations sous-jacentes, souterraines du film. Ce personnage pouvait-il disparaître autrement? Voilà. C'est toute la question qu'on peut se poser. Et ça fait partie des questions absolument pertinentes qu'on peut également se poser. Mais il y a cette idée que vous notez effectivement qu'au fond, une tempête a soufflé, et c'est toute l'histoire du film, et puis la tempête meurt, au sens propre du terme, et il ne faut pas se le cacher, c'est certes triste, c'est certes la mort, mais il y a aussi une forme d'apaisement. Parce que, est-ce qu'on peut tourbillonner tout le temps? Est-ce qu'on n'a pas besoin, à un certain moment, de respirer tranquillement, de ne pas être pris dans une sorte de maelstrom très dévastateur? Et nous le savons bien, au bout d'un moment de période d'apaisement, on n'aura qu'une envie, c'est qu'il y a un maelstrom qui revienne. Bon, c'est le tourbillon. C'est exactement le propos du film. Et la fin du film, de ce point de vue-là, est l'exact reflet de ce que à la fois Henri-Pierre Rocher et François Truffaut voulaient, je crois, nous dire. Question? Oui, volontiers. En 10 minutes, donc vous allez tous les deux pouvoir vous exprimer. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai trouvé que dans le film, du coup, Jules et Jim, on voyait quand même deux grands thèmes qui sont l'amour et l'amitié. Et je voulais savoir, d'après vous, c'était lequel qui avait la plus grande importance dans le film? Ah, c'est une bonne question. Je pense que c'est l'amour. Je pense quand même que c'est l'amour. Parce que, si vous voulez, ce qu'on peut constater quand même, c'est que l'amitié produit une sorte d'état apaisé, serein, tranquille, mais ça n'est pas du domaine de la passion. C'est-à-dire que c'est pas passionnel, c'est presque raisonné. Vous voyez, on parle de choses, on parle de livres, on se comprend sans se parler, c'est vrai. Il y a des choses comme ça qui sont de l'ordre de la complicité, mais c'est pas la passion. Et il me semble que le discours quand même général du film, et c'est un peu ce que j'effleurais juste précédemment, c'est de dire que la vie sans passion, la vie sans tourbillon, la vie sans maelstrom, ça ne vaut pas la peine d'être vécu. Et que, quels que soient les dégâts, et Dieu sait s'ils sont nombreux, ça permet quand même d'avancer. De ce point de vue-là, alors si vous voulez, c'est un mouvement, comme toujours, il y a une sorte de dualité et on aurait l'amour et l'amitié, ce serait là aussi la glace et le feu. Alors sinon la glace, du moins la tranquille limpidité de l'amitié, et le feu ardent de l'amour. Et que on peut dire aussi que l'un ne va pas sans l'autre, qu'une vie d'amitié sans amour, c'est pas intéressant, et une vie d'amour sans amitié, ça ne le serait pas non plus. Je crois que une vie d'amour et d'amitié, c'est aussi impossible. C'est là tout ce que montre le film dans l'impossibilité qu'il y a à obtenir la satisfaction. Hein. De même que le couple amoureux ne produit pas de satisfaction au bout d'un certain moment, mais de la frustration et de l'insatisfaction, le couple amour-amitié est aussi insatisfaisant s'il est dans une sorte d'égalité parfaite, où, pour parler un peu, on ménagerait la chèvre et le chou, et où l'un ne prendrait pas le pas sur l'autre. Et je pense quand même que dans l'esprit de Truffaut, qui est
le grand cinéaste des passions amoureuses dévastatrices, certes, mais quand même, il a été plus de ce côté-là que dans des choses plus apaisées. Je pense que pour lui, effectivement, l'amour, la passion, l'affect est plus intéressant, en quelque sorte, quel que soit le prix à payer, quels que soient les dégâts évidents qu'il entraîne. Mais ce n'est pas un jugement moral, hein, soyons clairs. C'est, comme il le dit, c'est un mode de vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... il n'est pas en train de dire l'amour c'est bien, l'amitié c'est mal. Hein. Pas du tout, puisqu'au contraire, il y a une célébration de l'amitié dans Jules et Jim. Donc il n'y a pas du tout de condamnation, mais il n'y a pas de jugement moral. On pourrait presque dire à chacun de se débrouiller avec ça, avec ces sentiments-là. Mais ce qu'il dit, c'est qu'on est obligé de naviguer d'une rive à l'autre, comme on navigue d'une personne à l'autre, justement, et que c'est parfois de l'amitié, c'est parfois de l'amour, c'est parfois trouble aussi, ça arrive, et on a dit qu'il y avait une forme d'homosexualité dans l'amitié de Jules et Jim, homosexualité non aboutie, mais homosexualité quand même. Bon, effectivement, et quand deux hommes aiment la même femme, on sait bien qu'on peut se demander si, au fond, c'est pas parce qu'ils essayent de s'aimer tous les deux. Bon, voilà, donc tout ça est posé sur la table. Il n'y a pas besoin que ça soit fait pour que ça ne soit pas existant. Et donc, cette ambiguïté, ces paradoxes sont au cœur, effectivement, de la démarche de Truffaut, mais qui, je crois, a démontré, en tout cas pour sa vie propre, hein, que, effectivement, bon, l'homme qui met les femmes, quoi. C'est-à-dire que l'homme qui met les femmes, hein, il n'a pas d'amis, par exemple. Voilà. Il n'a pas d'amis. Il n'a que des maîtresses et des amantes. Bon. Je pense que quelque part, François Truffaut était plus de ce côté-là que de quelqu'un qui aurait de grandes amitiés masculines et qui passerait sa vie à les cultiver. Voilà. Merci beaucoup. On a encore une question. Oui. Ce sera certainement la dernière. Bonjour. Bonjour. Alors moi, ma question c'était est-ce que Truffaut à la sortie du film n'avait pas peur justement d'être revoué à l'échec justement par rapport à son ancien film en sortant un film avec un amour à trois qui ne serait pas forcément bien vu par tout le monde. On l'avait bien vu, il a été interdit en Italie et interdit au moins de 18 ans. Bien sûr, oui. Mais Truffaut était un hyper anxieux, hein. Un hyper anxieux, un très grand. Il n'était jamais satisfait de ce qu'il faisait. Il y a des phrases terribles de lui sur ses films, sur le fait qu'il les a ratés, il disait que ce sont des grands films malades. Enfin bon, des formules vraiment. À un moment, il a dit en 1967. Après avoir fait donc, non seulement Jules et Jim, mais d'autres films, il a déclaré que le seul film intéressant, c'était Antoine et Colette, qui est un film de 20 minutes, qui est un petit film à tous égards, qui est un très joli film, mais qui est évidemment pas un grand film de François Truffaut. Donc, il y a comme ça des déclarations chez lui qui sont folles, c'est-à-dire qui montrent juste une insatisfaction d'auteur, l'âme tourmentée d'un artiste, sans employer de cliché, et qui fait donc que, oui, bien sûr, il était... certainement en alerte par rapport au côté sulfureux du roman d'Henri-Pierre Rocher, qu'il ne pouvait pas méconnaître, qu'il connaissait parfaitement, mais qu'il assumait aussi d'ailleurs, hein, parce que c'est en toute connaissance de cause qu'il fait ça. Et ce qui est tout à fait toujours étonnant chez Truffaut, c'est que, au moins dans un premier temps, au moins au moment de la sortie des films, il dit souvent, mais c'est le public qui a raison. Si le public ne vient pas, il a raison. Voilà, c'est de ma faute. C'est moi qui n'ai pas su. Voilà, bon. On sait bien que c'est toujours un peu plus compliqué parce que si Jean Renoir s'était dit ça sur la règle du jeu, est-ce qu'il aurait continué? Le public n'a pas aimé. Mais enfin bon, voilà. Il se trouve que la règle du jeu est un des plus grands films français. Bon, donc le public peut se tromper. Les cinéastes peuvent faire de mauvais films. Ça, je vous l'accorde. Mais les spectateurs peuvent se tromper aussi. Bon. Donc, si vous voulez, je crois qu'il y avait, oui, la claire conscience, mais un artiste, c'est ça. C'est quelqu'un aussi qui ose provoquer, qui propose des objets artistiques aux spectateurs que nous sommes, et à chacun de s'en saisir. Après,
la façon dont chacun s'en saisit, justement, n'appartient plus au cinéaste. Mais disons qu'effectivement, autant les 400 coups avaient séduit, autant Tirer sur le pianiste et Jules et Jim, au moins pour un premier temps, déstabilise, et effectivement, interdiction au moins de 18 ans, interdiction en Italie, enfin, bon, tout ça, ça montre quoi? Ça montre que la société n'est pas encore prête à entendre un discours qui ne prêche pas la révolution mondiale, hein, mais en tout cas dit un certain nombre de choses qui sont de l'ordre de l'évolution nécessaire des mœurs. Voilà. Donc, c'est ce que fait Truffaut, mais c'est ce que fait Bergman, c'est ce que font d'autres gens à peu près au même moment, en Europe et aux États-Unis aussi. Donc, c'est un mouvement général dans lequel, effectivement, Truffaut est avec des bonheurs plus ou moins divers, des films qui touchent, des films qui ne touchent pas, et des films qui vont toucher. Ce qu'il y a de certain, c'est que, quelles qu'aient été les réactions à l'époque, le Jules et Jim est devenu un grand classique du cinéma français. Ça, je crois que personne ne peut en douter. Voilà. Merci à vous, monsieur Delmas. C'est vrai que pour nous, le cours se termine. Mais c'est normal. Voilà. On vous remercie vivement. Pour nous, c'est une première. Et d'avoir fait porter ce moment avec vous, c'était exceptionnel. Voilà. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci. Merci beaucoup, Laurent. Merci à tous. On a les applaudissements. Merci. Merci à vous. Et merci à tous aussi. Merci au lycée de Kirchleger et Unicité Toulon et nos deux camarades Charlotte et Sylvain aussi qui ont suivi cette masterclass. Merci à Joël Malton qui a fait la technique. Oui. Et merci à vous, Laurent Delmas, évidemment. Et on vous retrouve avec plaisir prochainement pour d'autres masterclass. Merci. Avec grand plaisir. Je crois que c'est jeudi avec Max et les Ferrailleurs. Voilà. Exactement. Voilà. Oui, parce que vous ne faites pas que Truffaut, hein, vous faites aussi plein d'autres choses. Oui, bien sûr. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Et désolé pour les petites pannes de son, parce que c'est facile.